Et si péniblement? L'art serait-il un sacerdoce qui demande des purs qui lui appartiennent tout entier? Peindre, c'est saisir une harmonie entre des rapports nombreux. C'est les transposer dans une gamme à soi, en les développant dans une logique neuve et originale. Je travaille opiniâtrement. J'entrevois la terre promise. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de modelé, il n'y a que des contrastes. Ces contrastes, ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent, c'est la sensation colorée. Lui, effectivement, il avait résolu ce problème de l'espace par la couleur et par l'échange de tons, le rapport de tons entre les différents objets qu'il représentait sur une même toile. Et on constate effectivement ces espèces de diffusion. La pomme qui est ici va renvoyer ses reflets rouges sur le compotier et c'est vrai que lorsque l'on regarde bien dans la réalité, eh bien, on peut constater qu'il y a comme ça des couleurs qui se diffusent autour du fruit et qui vont aller rencontrer le blanc du compotier. Et il y a donc un savant mélange par touche juxtaposé de ces reflets échangés entre les objets. Le dessin et la couleur ne sont point distincts. Au fur et à mesure que l'on peint, on dessine. Plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise. Et lorsque nous, en France, nous parlons de nature morte, concernant l'œuvre de Cézanne, je crois qu'on est complètement à côté de ce qu'il a voulu dire. C'est vrai que les Allemands ou les Anglais, avec leur still life, sont beaucoup plus proches de la réalité cézannienne, puisque le still life, c'est la vie silencieuse. Et c'est vrai que, eh bien là, a priori, oui, comme Cézanne, on les entend chuchoter. Nos objets nous soulèvent. Un sucrier nous en apprend autant sur nous et sur notre art qu'un Chardin ou un Monticelli. La peinture de Cézanne, c'est comme une prière. D'ailleurs, sa vie est calquée sur le rythme de celle d'un moine. Cézanne se lève très tôt le matin avec le soleil levant. Il est debout à 5h30. Il grimpe à pied jusqu'à son atelier, commence très tôt à travailler dès 6h du matin, s'arrête vers 11h, déjeune. Alors soit ici, sa gouvernante, Madame Raymond, qui lui prépare quelques plats. Sinon, il redescend manger dans son appartement qu'il loue rue Boulégon. Et puis l'après-midi, il loue les services d'un cocher qui l'amène sur le motif. Il se rapproche ainsi des carrières de Bibémus, le Château Noir, qu'il va peindre donc en direction du Tolonnais jusqu'à la fin de ses jours. Je vais au paysage tous les jours. Cézanne, de plus en plus solitaire, ne vit que pour la peinture, dans la peinture, délaissant tout le reste, dans une ascèse totale, chaque jour répétant les mêmes gestes. Levé à 5h et jusqu'au soir, il peint. Il peint.
Il peint sur la route du Tolonnais, dans son atelier. Le temps n'existe plus. Il est sur le motif qui n'a plus de bornes ni de limites. Tout est d'égale importance, sans cesse sur les mêmes toiles, à travers les années, les mois, les jours. Le temps n'existe plus. Il est ailleurs. Son univers n'existe que par la peinture. Nos tableaux, c'est de la nuit qui rôde, de la nuit qui tâtonne. Les musées sont des cavernes de Platon. Sur la porte, je ferai graver « Défense aux peintres d'entrer ». Il y a le soleil dehors. Tout le processus créatif de Cézanne est là, qui va jusqu'à cette mosaïque de couleurs et ouvre la voie vers le cubisme et l'art abstrait. Ceux qui poussent les portes de ces lieux sont rares, sont choisis par Cézanne. Alors ce ne sont pas ses anciens amis, paradoxalement, ce sont ces nouveaux amis qui arrivent ici, ces jeunes peintres qui viennent lui rendre hommage et qui viennent cueillir à Aix ces témoignages, le fruit de ses recherches. Il s'agit d'Émile Bernard, Charles Camoin, Maurice Denis, Pierre-Xavier Roussel. Voilà mon atelier. Là, personne n'entre que moi. Mais puisque vous êtes un ami, nous irons ensemble. Et Ambroise Vollard, effectivement, son marchand, est venu plusieurs fois à Aix-en-Provence, au moins 2 fois, pendant que Cézanne travaille ici dans cet atelier. Et il connaît parfaitement le grand atelier de la Campagne et il connaît également les œuvres que Cézanne est en train d'y peindre. Et ces œuvres, Émile Bernard va d'ailleurs les décrire. Lorsqu'il pénètre en 1904 à l'intérieur de cet atelier, il est à la recherche de Cézanne et Cézanne va le trouver et va installer Émile Bernard au rez-de-chaussée de cette petite maison. Et lorsqu'il pénètre à l'intérieur de ce lieu de lumière et de silence, Émile Bernard voit sur les chevalets 2 œuvres, un tableau de grande baigneuse et une composition avec une pyramide de crâne sur un tapis d'Orient. Cézanne est effectivement donc au travail sur ces 2 chefs-d'œuvre de la fin de sa vie. Je suis trop vieux. Je suis venu trop tôt. Je suis un jalon. D'autres viendront. Paul Sérusier écrira « Cézanne a su dépouiller l'art pictural de toutes les moisissures que le temps y avait accumulées. Il a montré que l'imitation n'est qu'un moyen, que le but est de disposer sur une surface donnée les lignes et les couleurs, de façon à retrouver un langage universel. » Cézanne est le grand architecte de la couleur. Juan Gris. Cézanne a fait sauter une espèce de bombe dans la représentation du monde extérieur. Giacometti. Cézanne était mon seul et unique maître. Vous pensez bien que j'ai regardé ces tableaux. J'ai passé des années à les étudier. Cézanne, il était comme notre père à nous tous. Picasso. À la fin de sa vie, il va plusieurs fois déclarer « Je veux mourir en peignant ». Donc effectivement, son seul intérêt, c'est la peinture. Et c'est ce qui va lui arriver. Donc quelle plus belle mort pour un peintre, pour quelqu'un qui n'a que cette passion, une vie au rythme de ses pinceaux. Et on sait qu'à la fin de sa vie, effectivement, eh bien, c'était vraiment le fruit d'une concentration et d'une observation extrême. La moindre touche que Cézanne posait sur sa toile avait son sens. Il n'était pas là pour combler les vides, il était là pour faire apparaître progressivement l'essence même des objets qu'il peignait, qu'il s'agisse d'une pomme, d'un compotier, d'un verre, d'une bouteille, d'un oignon, d'un morceau de tissu, quasiment traité de façon minérale, comme il pouvait s'intéresser à la montagne Sainte-Victoire ou au dernier portrait de son jardinier Vallier. En octobre 1906, il se rend une dernière fois sur la montagne Sainte-Victoire. Surpris par un orage, il tombe malade et meurt
2 jours plus tard. Est-ce la montagne qui le possède ou lui qui possède la montagne? Cette montagne qu'on ne peut plus évoquer sans penser à Cézanne.